Bonjour et bienvenue dans ce décryptage de la rédaction de Radio Taïwan International qui vous est présenté par Floriane et qui porte aujourd'hui sur le travail à bord d'un câblier. Nous allons donc parler aujourd'hui de câbles sous-marins et de réparation ou d'entretien de ces câbles. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de quelqu'un qui travaille sur ces bateaux de réparation des câbles. Alors comme c'est un sujet qui touche parfois des données sensibles, il a préféré que son nom et le nom du bateau sur lequel il travaille ne soient pas diffusés, mais ça ne nous empêche pas d'en apprendre beaucoup au sujet de ces câbles qu'on ne voit quasiment jamais pour la plupart d'entre nous, mais sur lesquels repose la grande majorité des communications Internet. Je suis hydrographe sur un grand bateau câblier qui fait un peu plus d'une centaine de mètres de long. Donc les câbliers qui réparent les câbles de fibre optique. Il y a des câbliers de pose et il y a des câbliers de réparation. Et donc c'est des bateaux qui vont gérer tout le réseau de câbles de fibre optique dans le monde qui permettent la communication, Internet. Et donc, tu disais tu es hydrographe, ça veut dire quoi concrètement? En quoi consiste ton travail? Un hydrographe, c'est plus ou moins les yeux du bateau. Donc on est des personnes qui vont utiliser des logiciels, utiliser des instruments pour localiser le câble, pour localiser le bateau assez précisément, pour pouvoir faire des interventions, pour aussi localiser un sous-marin téléguidé qu'on utilise parfois dans des petits fonds. Une des tâches principales en tant qu'hydrographe sur le bateau, c'est aussi de répertorier, de prendre les événements de tout ce qui se passe sur le bateau pour pouvoir après avoir un journal de bord et aussi modéliser. On utilise un logiciel pour modéliser le câble à l'arrière du bateau. Et donc par exemple en pause, on va avoir un câble tendu derrière le bateau. Et par exemple, pour 5000 mètres de profondeur, on peut avoir le câble qui touche vraiment le fond de la mer, donc on appelle ça le point de touche, à 60 km derrière le bateau. Tellement c'est tendu et profond. C'est ça. Tellement c'est... On le garde en tension et on a un équilibre qui permet de le poser justement... 60 km derrière là où vous ouais, êtes. C'est ça. Et donc ça demande une très grande précision pour savoir où est le bateau et où est le câble sous la mer en fait. C'est ça, et surtout pour les virages, parce que si on tourne le bateau à un endroit, et bien en fait le câble va tourner mais 60 km derrière, donc on utilise des logiciels qui font tourner des modèles pour pouvoir faire, en anglais c'est des alter courses, pour pouvoir tourner, et donc on avance plus loin avec le bateau, et on tourne une fois que le câble a atteint l'endroit où on imagine que le câble est sous l'eau, parce qu'on ne sait jamais précisément, on le sait seulement avec des modèles, pour pouvoir tourner au bon endroit, parce que d'autres entreprises s'occupent de calculer les trajectoires ou les bonnes routes pour poser le câble. Et donc, comment ça se passe une opération de réparation de câbles? Tu dis dans les petits fonds, c'est avec un sous-marin, c'est ça? Oui, donc en fait le sous-marin, il peut descendre maximum à environ 800 mètres de fond. Et donc quand il y a peu de fond, on envoie le sous-marin pour aller repérer où est-ce que le câble a été abîmé ou cassé. Et ça permet d'avoir un visuel et ensuite de pouvoir aller grappiner le câble. Donc on utilise un grappin pour pouvoir attraper le câble et le couper, puis récupérer un des deux côtés. Enlever le morceau abîmé, reprendre le deuxième côté, les raccrocher ensemble et les remettre à l'eau une fois qu'on est sûr que tout fonctionne bien. D'accord. Et donc, combien de temps ça prend à peu près pour faire une opération comme ça? Et quand c'est par petits fonds, donc à 200 mètres, 500 mètres, donc c'est assez rapide de descendre le grappin, de remonter, donc ça peut être quelques jours. Et par contre, en grand fond, quand on atteint plutôt les 4000 mètres de fond,
Là, on est obligé de le faire à l'aveugle parce qu'on ne peut pas envoyer un sous-marin. Enfin, en tout cas, les sous-marins qu'on utilise ne vont pas à cette profondeur. Et là, tout de suite, ça prend beaucoup plus de temps puisqu'on est obligé d'accrocher des cordes qui font environ 6 km au grappin. Et donc le temps de le descendre, de le remonter, donc rien que de le descendre, ça peut durer une douzaine d'heures. Pour descendre un grappin depuis le navire à la surface, jusque là où il y a le câble et où vous supposez qu'il est, parce qu'avec les courants et tout, j'imagine que c'est difficile de l'atteindre directement. Oui, c'est pour ça que donc on a une localisation approximative sur des cartes. Et donc on va poser le grappin à 1 km de la position supposée, par exemple. Et ensuite, on va donc avancer à la perpendiculaire du câble. Et une fois qu'on observe une augmentation de tension dans le grappin, donc on voit, on a des graphiques de tension où on peut passer de 2 tonnes par exemple à 3 tonnes, 5 tonnes, et ça continue d'augmenter et on sait qu'on a attrapé quelque chose. Donc ça peut être un câble, ça peut être... des fois c'est arrivé qu'il y ait 2 câbles accrochés en même temps, donc il faut faire attention. Dans ce cas-là, après, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez attrapé un câble? Mais une fois qu'on a attrapé un câble, il va y avoir des testeurs qui vont brancher des machines à ce câble. Sous l'eau? Non, une fois, en fait... Ah oui, non, d'abord il faut le remonter. Oui, c'est ça, donc on l'a accroché. Donc en général, on le coupe. On utilise un grappin qui le coupe et qui va tenir juste un des côtés du câble. On remonte donc ce câble. Donc à nouveau, ça peut prendre une douzaine d'heures de le remonter à bord. Une fois qu'on a le bout du câble, on l'envoie dans l'atelier à l'intérieur du bateau où les testeurs officient. Et donc ils vont couper le câble, atteindre les fibres optiques qui sont plus petits que la taille d'un cheveu. Donc c'est assez amusant de se dire qu'on est dans un bateau qui fait 12 000 tonnes et qu'on va réparer des câbles qui sont avec à l'intérieur, ce qui nous intéresse vraiment, des fibres qui sont plus petits que la taille d'un cheveu et par lesquelles passent des téraoctets de données. Et donc une fois que les testeurs se branchent au câble, ils vont utiliser des rayons lumineux pour savoir où est-ce qu'il y a un problème dans le câble. Parce qu'il peut être complètement coupé ou il peut y avoir certaines fibres de coupées. Et donc ils peuvent précisément dire que c'est à 2 km 535 de ce côté du câble. Et donc on va remonter tout ce câble jusqu'à atteindre l'endroit problématique, recouper, accrocher un nouveau câble et ensuite continuer reposer le câble au fond jusqu'à atteindre l'autre partie qu'on avait laissée sous l'eau. D'accord. Et rebrancher l'autre côté aussi. C'est ça, à un moment on se retrouve avec les 2 parties du câble sur le bateau. Il faut arriver à les raccrocher et à ce moment-là il y a des stations à terre qui vont vérifier que le courant et le signal fonctionnent bien et là on va pouvoir reposer le câble. Est-ce qu'avant de faire le lien, il y a quelque chose qui est coupé au niveau de l'électricité ou des choses qui sont censées passer dans ces câbles ou ça reste envoyé comme d'habitude? Donc il y a un courant dans ces câbles, c'est 1000 volts avec 1 ampère, donc c'est très dangereux. Si on se prend ce courant-là, on meurt instantanément. Et donc on peut faire des opérations où le courant est complètement coupé, et c'est le plus safe. Mais des fois, on est obligé d'intervenir sur des câbles qui ont encore du courant parce qu'ils sont reliés à d'autres câbles encore en fonctionnement et que le client préfère garder les données qui fonctionnent activées. Et des fois, on demande quand même à couper toutes les stations. Et donc récemment, vous étiez près de Taïwan pour une opération sur des câbles autour de Taïwan, c'est ça? Oui, il y a en permanence un bateau stationné autour de Taïwan et il y a beaucoup de réparations de fait sur les câbles autour de Taïwan pour plusieurs raisons. Des fois ça peut être parce qu'il y a beaucoup d'activités sismiques, donc certains câbles peuvent se retrouver sous des glissements de terrain ou écrasés par des rochers.
Et des fois, ça peut être aussi des chalutiers de pêche qui raclent le fond et attrapent un câble. Et donc on voit des fois même des filets de pêche accrochés autour des câbles. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de la dernière réparation que tu as faite? C'était où? C'était pourquoi? Comment ça s'est passé? Donc la dernière, c'était à l'est de Taïwan. Et donc ça faisait 1 an environ qu'il y avait ce câble qui ne fonctionnait plus. On a réussi à attraper le câble et donc on a commencé à le remonter pour atteindre l'endroit qui avait un problème. Et en fait, on s'est aperçu que la tension augmentait, et on n'a pas pu faire autrement que de tirer jusqu'à ce que ça casse. Donc on a ensuite été de l'autre côté du câble pour à nouveau le reprendre, faire une tentative de grappinage. Et donc on a à nouveau tiré jusqu'à ce que ça casse à nouveau. Et en fait, donc on s'est dit qu'il y avait bien un éboulement sur le câble, puisqu'il y avait environ 1 kilomètre, ça a cassé à 2 endroits, et donc il est resté au fond Il y a au fond de la mer, un 1 bout kilomètre. entre les deux qui est resté coincé au fond. C'est ça, donc on s'est dit qu'il y avait à peu près 1 kilomètre d'enseveli. Et donc on a dû grappiner une 3e fois, et cette fois le câble a tenu, et donc on a tiré jusqu'à ce qu'il y ait les 11 km de câble qui reviennent à bord. 11 km, c'est depuis l'endroit où c'était abîmé jusqu'à... Jusqu'à ce que l'endroit où on avait rattrapé. D'accord. C'est vrai que c'est assez fascinant d'imaginer que on a tiré. Oui, il y avait 11 km d'un petit câble qui fait environ 3 cm de diamètre, qui glissait sur le fond sur 11 km. Donc une fois que les testeurs ont trouvé l'endroit où c'était abîmé, donc il y a les jointeurs qui vont travailler sur le câble et faire un joint, et ça peut prendre une 12aine d'heures, voire plus, pour relier vraiment chaque fibre l'une à l'autre. Et donc en fonction des câbles, là on était sur des câbles qui ont 4 paires, donc ça fait 8 fibres, mais certains câbles peuvent avoir jusqu'à 64 fibres, voire plus. Et donc plus on a de fibres, plus ça prend du temps. Et un joint, ça a l'air assez compliqué à faire, puisqu'il faut qu'il soit complètement étanche à 4000 mètres de fond. Donc il va y avoir tout un moulage de résine de fait pour que ça abîme pas les fibres, que ça soit en même temps solide et aussi complètement ça tienne étanche. La pression, ouais. Tu dis il y avait 11 km entre les deux. Combien de kilomètres de fibre optique il y a sur le bateau pour faire des réparations? Oui, on a ce qu'on appelle des tanks à câbles. Donc le client va fournir un certain nombre de kilomètres de câbles de rechange. Et donc on peut avoir une centaine de kilomètres par exemple sur le bateau. Et là, parce qu'on a enlevé 11 km à cet endroit-là, et en tout on a dû reposer 32 ou 33 km de câbles en tout. Mais ça c'est en réparation, mais les bateaux qui vont poser des câbles, eux, peuvent porter des fois jusqu'à 9000 km de câbles. Et donc partir de France par exemple pour aller jusqu'aux États-Unis et en une fois poser un câble qui va d'Europe aux États-Unis en une seule fois. Par exemple, oui. Et qui fait du coup 6000 km. Après, c'est pas juste un câble, parce que tous les 50 ou 60 km, on est obligé de mettre ce qu'on appelle des répéteurs, qui sont des appareils qui vont augmenter, prendre le signal lumineux et l'augmenter. D'accord. Donc, oui, pour réaugmenter la puissance, parce que sinon on perdrait le signal au bout d'une certaine distance. C'est pour ça qu'il y a de l'électricité aussi dans le câble. Pour alimenter les répéteurs. C'est ça. Et du coup, quand vous faites les réparations comme ça, tu dis vous enlevez 11 km et vous en remettez 33, c'est pour une seule réparation? Là, c'est parce que particulièrement ça a cassé plusieurs fois, mais quand c'est plus simple, comme avec une réparation de petit fond, quand il n'y a que 200 mètres de profondeur, on peut des fois reposer seulement 2 km ou voire moins, parce que c'est des câbles qui coûtent très cher, donc ils veulent en reposer le moins possible. Et pourquoi quand c'est sur juste une petite portion, il faudrait quand même 2 km, parce que ça me semble très long? Si c'est à 200 mètres de fond, pourquoi il y a quand même besoin d'autant? Parce qu'en fait, quand on va
couper le câble, on va le faire déjà à une certaine distance de l'endroit où ça a cassé Ouais. pour être sûr de pouvoir la localiser, avoir la preuve de pourquoi ça a cassé ou pourquoi ça a été abîmé. Mais donc par petit fond, c'est surtout qu'on va poser des câbles qui sont armés, voire double armés. Donc c'est des câbles qui pèsent beaucoup plus lourds. Ça peut être 8 kg par mètre, par exemple. Alors que les câbles de grand fond, ils peuvent faire plutôt 1 kg, voire moins par mètre. Parce qu'ils sont moins protégés, il y a moins de risques Oui. qu'ils soient attrapés par des bateaux de pêche ou des choses comme C'est ça, ça, à 4000 mètres, il n'y a personne qui va aller envoyer un filet, alors qu'à 200 mètres, c'est fort possible. Et donc des fois même, souvent à moins de 1000 mètres de profondeur, ces câbles-là, ils sont ce qu'on appelle ensouillés. Donc soit avec le sous-marin qu'on appelle un ROV, on va creuser dans le sédiment avec des jets d'eau sous haute pression. Et pour l'enfoncer à plus d'1 mètre de profondeur en général. Ah oui, c'est quand même profond. Ouais. Ou alors après, si on veut faire ça plus rapidement, on utilise une charrue. Donc c'est vraiment comme une charrue pour les chevaux, pour labourer. Et donc on va la mettre à l'arrière du bateau et la brancher sur un câble. Et elle va faire un sillon, mettre le câble dans le sillon et refermer derrière. Et donc ça peut mettre même un peu plus profondément et en une fois. Donc ça peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur sous le fond de la mer. Et quand c'est comme ça, on sent vraiment... Moi j'en ai pas encore fait, mais apparemment on sent vraiment le bateau tirer dessus. Et il va consommer 3 fois plus de carburant qu'un jour normal. Oui, parce que ça demande énormément d'énergie pour creuser aussi profond. Oui, parce qu'en plus, des fois, c'est un sol assez solide, voire rocheux. Et donc, oui, ça demande pas mal d'énergie. Et donc, dans ces cas-là, la pause est assez longue. On peut faire des fois 5 km en une journée seulement. Alors que dans les meilleurs jours, sans avoir besoin de l'ensouiller sous le fond, on peut poser beaucoup plus de câbles en un jour. Qu'est-ce qui peut poser problème, par exemple, dans ce genre d'opération? Ce qui peut poser problème, c'est si le câble n'est pas exactement là où c'est écrit qu'il est, parce que ça peut arriver que du coup on fasse des grappinages mais sans jamais tomber sur le câble. Ou alors s'il est bien enfoui, c'est pareil, c'est assez difficile de l'atteindre. Oui, s'il est à 2 mètres sous le sol, c'est beaucoup plus difficile de le repérer et de le déterrer pour les réparer, j'imagine. Oui, c'est ça. Et donc c'est ça qui est le plus dur. Et après, il y a aussi quelque chose qui peut être assez dangereux, c'est que par petit fond, une fois que le câble est à bord, il faut vraiment faire très attention à ce que le bateau ne se déplace pas. Donc il y a des thrusters sur le bateau pour permettre au bateau de vraiment bouger, un peu comme un caddie. Il peut aller dans n'importe quelle direction ou rester complètement immobile par rapport au fond, parce que la répercussion sur le câble, ça va très vite. Si le bateau bouge de 50 mètres, la tension va augmenter rapidement dans le câble et ça peut casser, et ça peut être assez dangereux pour les gens qui pourraient soit être à travailler sur le câble, soit qui sont autour du câble. Les machines permettent que l'avant du bateau reste dans un cercle de 1 mètre de diamètre. Pour un bateau qui fait plus de 100 mètres de long. C'est ça, et 30 mètres de large, et qui fait 12 000 tonnes, Et qui fait 12 000 malgré le courant et le vent. Ça c'est aussi assez impressionnant. Et comment c'est pour toi le travail au quotidien, si tu dois décrire un petit peu comment c'est la vie sur le bateau? Donc la vie sur le bateau, quand on est en opération, on travaille 12 heures par jour, et c'est réparti en shift de minuit à midi et de midi à minuit. Et donc on travaille 12 heures, on mange quand on peut et on dort, et après il reste effectivement pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Et si on est à quai, par contre, on travaille 8 heures par jour. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de s'occuper de faire ni de ménage, ni de nourriture, et on n'a pas de trajet pour aller au travail. Et donc un jour travaillé égale un jour de congé. Donc l'émission dure environ 2 mois.
Et ensuite, on a autant de jours de congés payés. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce travail? Moi, je pense que ce qui me plaît le plus, c'est d'être en mer. Et donc, j'aime bien sentir les éléments, que ça soit différent tous les jours. La couleur de la mer, elle change tous les jours. Sentir le vent, les vagues sur le bateau. Et que ça soit quelque chose de concret. J'ai l'impression d'être utile en réparant des câbles pour que les gens aient Internet. Oui, parce que ça faisait très longtemps que ces câbles étaient cassés. Tu dis ça faisait plus d'un an parfois. Oui, il y a pas mal de câbles, donc le réseau peut être soutenu quand même à travers d'autres câbles, mais des fois, une île par exemple peut avoir un seul câble, et là l'île devient complètement dépendante de la réparation, puisque plus de 99% du flux internet passe par les câbles, et il y a moins d'1% qui passe par les satellites. On n'a pas l'impression, comme on utilise nos téléphones et qu'ils sont branchés à rien, mais en fait, les ondes du téléphone vont à des antennes qui après sont reliées à des câbles qui passent sous les océans. C'est ça. Pour redonner un petit peu plus de contexte, donc à Taïwan, il y a 15 câbles qui relient Taïwan à des pays voisins, des câbles internationaux, et 10 câbles aussi domestiques inter-îles. Et sur les 4 dernières années, il y a en moyenne 7 à 8 incidents dans les eaux près de Taïwan, à moins de 24 000 nautiques, avec des câbles qui sont abîmés, endommagés. De ces incidents-là, il y a environ un peu plus d'un tiers qui sont dus à des ancres traînées sur les fonds marins. Et juste l'année dernière, 3 de ces incidents ont été causés par des ancres, dont 2 étaient des ancres déployées illégalement par des navires sous pavillon de complaisance, donc dont le drapeau ne reflète pas le pays de propriété réelle du navire. Mais c'est souvent des navires qui sont d'une manière ou d'une autre liés à la Chine. Voilà. Et donc face à ça, selon un rapport du ministère du Numérique sur les dommages aux câbles sous-marins en 2025, eh bien, le gouvernement a mis en place plusieurs stratégies. D'abord, construire plusieurs systèmes alternatifs avec des satellites et renforcer les coopérations internationales. Ensuite, alourdir les peines avec une nouvelle loi entrée en vigueur qui permet de confisquer les bateaux qui ont arraché les câbles donc, et renforcer la surveillance et la gestion des systèmes AIS, donc des systèmes automatiques d'identification des bateaux, et aussi de renforcer les mécanismes d'alerte précoce en coopération avec les opérateurs des câbles, qui sont donc souvent étrangers puisque Taïwan n'a pas de bateau pour poser ou réparer les câbles soi-même. Et puis donc, comme vous venez de l'entendre, une autre stratégie est aussi d'enterrer plus profondément les câbles pour éviter qu'ils ne soient arrachés soit par des bateaux de pêcheurs par erreur, soit volontairement avec des ancres. Le rapport mentionne aussi le fait que pour des réparations dans des zones que la Chine considère comme son espace donc de zone économique exclusive, le bateau câblier a besoin d'obtenir un permis de la Chine et parfois d'autres pays aussi quand plusieurs pays réclament cette zone. Mais donc la Chine fait parfois attendre très longtemps les bateaux avant d'autoriser la réparation. Et donc Taïwan et d'autres pays essaient de plus en plus de mettre en place des lignes alternatives qui ne passent pas dans la mer de Chine du Sud, même si ce sont des routes plus longues et donc plus chères à la pose. L'entretien ou les réparations peuvent être réalisées plus facilement. Nous voici donc à la fin de cette émission sur les réparations des câbles sous-marins de fibre optique autour de Taïwan. Merci encore à notre invité pour ses explications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles émissions sur les ondes de Radio Taïwan International.